Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'invocation à 4 reprises de l'article 49.3 de la Constitution a mis un coup d'arrêt prématuré au débat budgétaire sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Ce seul état de fait justifie le dépôt d'une question préalable et le rejet du texte, puisque celui-ci n'a pas fait l'objet à l'Assemblée d'un débat approfondi sur beaucoup trop de sujets. Un sénateur ce matin parlait à propos d'un texte après le travail en CMP, a dit que justement ce travail en CMP incarnait un bicamérisme équilibré. J'ai tendance à dire cet après-midi que le bicamérisme est plutôt déséquilibré. Notre discussion s'ouvre dans un contexte inédit. La multiplication de mises en jeu de la responsabilité de son gouvernement par la Première ministre souligne d'une part la fragilité du second mandat d'Emmanuel Macron, mais d'autre part, et paradoxalement, un entêtement autoritaire, une volonté d'affirmer un exercice vertical du pouvoir, sans tenir compte de la volonté exprimée lors du second tour de l'élection présidentielle et lors des élections législatives. Le Sénat peut-il accepter ce véritable oukase sans réagir ? Nous devons débattre au préalable de cette situation inédite, car contrairement à des précédents recours répétés au 49.3, celui-ci se déroule dans un contexte politique en France, en Europe et à l'international, un contexte politique, j'oserais dire des contextes politiques très différents. Je le dis d'emblée, nous n'avons pas peur du débat, vous nous connaissez, nous y sommes prêts. Mais on est en droit de s'interroger. À quoi bon débattre d'un texte dont le gouvernement finira en nouvelle lecture par piocher les amendements auxquels il daigne accorder ses préférences ? Nous dénonçons d'emblée ce jeu de dupes, ces préférences, nous les connaissons. Satisfaire sa majorité relative, 83% des amendements retenus en émanent. Nos camarades du groupe GDR à l'Assemblée n'ont eu l'honneur qu'à une seule proposition conservée sur plus de 130 amendements, signe du peu d'égard que le gouvernement témoigne aux propositions alternatives. Les autres groupes de la NUPS sont logés à la même enseigne. La situation est absolument ubuesque. La Première ministre rejette des amendements adoptés, conserve des amendements rejetés, retient des amendements non discutés. Ce texte, entre guillemets, sur mesure, s'est construit au détriment de la souveraineté parlementaire. La nouvelle méthode, prônée par le président de la République tout juste élu, attendra. Les dialogues de Bercy s'apparentaient davantage au monologue de Bercy. Le 49.3 entérine un monologue budgétaire. Le retour à cet article de la Constitution est, je cite le constitutionnaliste Pascal Jean, une arme lourde du parlementarisme rationalisé. La justification avancée par la Première ministre pour interrompre les débats est, je dois dire, confondante. Je la cite. « Nous ne tiendrons pas le délai pour cette première partie du PLF. Ensuite et surtout, les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte, avait-elle défendu. En toute responsabilité, a-t-elle poursuivi, nous devons donner un budget à notre pays. » Alors, mes chers collègues, 3 arguments se dégagent. Le premier, donner un budget à notre pays. Nous le souhaitons également, évidemment. Agiter la menace d'un shutdown à l'américaine est une manipulation coupable destinée à opposer le débat démocratique et le bon fonctionnement de l'administration publique. En France, le rejet du projet de loi de finances n'entraîne nullement cessation partielle d'activité. Nul problème pour la rémunération des fonctionnaires. Nul problème pour les dotations aux collectivités territoriales. Des mécanismes de réserve, de report et autres acomptes permettent de pallier un désaccord politique. Le chiffon rouge d'un shutdown à la française est brandi dans l'unique but de passer outre des désaccords sur l'orientation budgétaire de la nation. Le second argument est d'ordre organisationnel. Le débat serait long. Mes chers collègues, je vais vous faire une révélation. C'est que la démocratie prend du temps. Le débat parlementaire de surcroît sur le texte budgétaire prend du temps. Arguer que les oppositions auraient déposé trop d'amendements pour pouvoir les examiner dans les délais impartis est une manœuvre grossière. Le droit d'amendement est le seul moyen d'expression des parlementaires. Citez-moi une proposition illégitime, une proposition d'obstruction au débat. Vous n'en trouverez pas.
Le rôle de notre assemblée devrait être de promouvoir une reprise de contrôle du Parlement en matière budgétaire et non pas se soumettre à un cadre de débat de plus en plus restreint jusqu'à l'abusif du 49.3. Le troisième et dernier argument invoqué par la Première ministre est peut-être le seul légitime. Le gouvernement et sa majorité insuffisante se sont fait mettre en minorité par les députés de la nation. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne parlait du 49.3 comme d'un remède à l'absence de majorité. Je crois au contraire que c'est un poison pour le pluralisme. Une majorité nette a affirmé qu'elle ne voterait pas ce budget. Quand vous y voyez-vous un calcul politicien, j'y vois pour ma part un rejet politiquement sincère pour des raisons extrêmement différentes. Je vais vous faire part des nôtres. Ce texte consacre la poursuite d'une politique libérale, la prolongation d'un nombre incalculable de niches fiscales. Certaines sont utiles, nous les voterions. D'autres sont inefficientes. Leur coût, à près de 100 milliards d'euros en 2023, ne sert souvent aucune politique publique et érode les recettes nécessaires pour mener à bien les grands chantiers du pays. Pire, certaines, et c'est le cas encore dans ce projet de loi, sont défavorables au climat. La COP27 est là pour nous le rappeler. Nous ne contiendrons pas le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré. Nous croyons qu'il ne convient pas d'opposer la cote d'alerte des finances publiques qui obnubile M. Le Maire à la cote d'alerte climatique. Pour paraphraser cette fois-ci le ministre Gabriel Attal, il y a, dit-il, des économies qui coûtent et des dépenses qui rapportent. Nous ne cesserons de vous rappeler qu'1 euro dans la transition écologique investi aujourd'hui, c'est 100 euros que nous ne dépenserons pas demain pour pallier ses conséquences. Mieux, chaque euro investi aujourd'hui sont les économies d'aujourd'hui pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Le projet de budget pour 2023 poursuit une logique de courte vue et une vision comptable à la petite semaine. Un bouclier par-ci, un filet de sécurité par-là. Vous peinez à répondre à la crise sociale provoquée par l'inflation. La population comme nos collectivités connaissent une augmentation de leurs factures énergétiques que le bouclier tarifaire n'enrayera pas. Pour les ménages et une partie des collectivités, la douloureuse est d'autant plus sèche que depuis 10 années, les factures d'électricité et du gaz avaient déjà augmenté de 50%. Le gouvernement se borne à faire payer le contribuable pour pallier les difficultés du client. Les finances publiques de notre pays méritent mieux que ça. Alors ce projet de loi de finances pour 2023 renforce aussi l'injustice fiscale. Il diminue l'impôt sur le revenu de tous et tous en prétextant soulager les classes moyennes. Que tous les contribuables de ce pays m'entendent. La classe moyenne, notion floue au demeurant, ne gagne pas 160 336 euros annuels. Pourquoi dès lors baisser les impôts des plus riches? C'est un choix politique. Oui, nous maintenons notre volonté de rétablir une justice fiscale en taxant les plus riches, ce que M. Macron refuse obstinément depuis 2017. Ainsi, vous le connaissez, l'ISF rétablit ses 3 milliards dans les caisses de l'État, exactement le coût de l'amendement pour les transports voté à la haine que vous avez enterré avec le 49.3. La suppression des entreprises est également un marqueur du précédent quinquennat. Vous persistez. La suppression de la CVAE, en réalité la suppression de la relation entre l'activité économique et les collectivités, la suppression entre la richesse et l'endroit où elle se crée. Je vois dans cette décision à laquelle nous nous opposons fermement une fracture fiscale territoriale. J'ajoute que cette imposition constituait un rempart contre l'évasion fiscale qui devrait ici, toutes et tous, nous rassembler. Cette décision consacre la politique de l'offre, mais fait peser sur les ménages la baisse des impôts des entreprises. La compensation d'une part de TVA servira à financer un énième cadeau fiscal injustifié au patronat. Ils s'additionneront aux autres aides fiscales directes ou indirectes, aux subventions d'État qui culminent à 371 milliards d'euros. Ces deux exemples sont graves et je vous le redis, il n'y a qu'un pas entre la continuité et l'obstination. Ces visions politiques n'ont pas été débattues à l'Assemblée nationale et pour cause, ces débats ont été interrompus après seulement 4 articles et la seconde après seulement 7 missions. J'entends sur les bancs
de la majorité sénatoriale qu'il conviendrait de débattre pour faire vivre le bicamérisme qui, je le répète, est pourtant mis à mal aujourd'hui, voire la démocratie tout court. Mais débattre pour qui ? Le Gouvernement reprendra du Sénat les seules propositions qu'il estimera bonnes au mépris de notre institution. Il piochera, comme il l'a fait à l'Assemblée nationale, dans les propositions qui lui sont faites, qu'il pioche d'ores et déjà dans nos amendements. Ils sont déposés et sont à votre disposition. Je vous remercie. Merci madame la présidente.